Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cycle des invités du CLEMI que nous inaugurons aujourd'hui. Il s'agit d'un cycle consacré à la désinformation. Vous pouvez toujours vous inscrire sur les deux autres webinaires qui constituent ce cycle. Le 26 mai, nous retrouvons Nathan Gallo, qui est journaliste aux Observateurs de France 24 et qui nous expliquera comment travaillent les vérificateurs d'informations et comment ils débunkent les fausses informations qui pullulent de partout sur les médias et particulièrement sur les réseaux sociaux. Et le 10 juin, nous retrouverons Marion Lefebvre, qui est professeure documentaliste et doctorante en sciences de l'information et de la communication, et qui nous partagera des séquences pédagogiques qu'elle a menées avec ses élèves en collège pour travailler autour de la question de la désinformation. Mais aujourd'hui, pour inaugurer ce cycle, nous recevons Arnaud Mercier. Merci à vous d'être avec nous ce soir, qui est donc professeur en SIC à Assas Panthéon-Sorbonne et responsable du projet européen De facto. Ce soir, avec vous, nous verrons comment les guerres sont devenues informationnelles dans les conflits contemporains. Et nous pourrons avoir une explication sur comment la propagande et la désinformation se transforment face aux évolutions technologiques et géopolitiques actuelles. Je vous laisse la parole. Merci. Et je vous laisse commencer. Voilà. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'être là. Je vais vous proposer un petit peu au pas de charge, je dois le dire, mais parce que le temps tourne, mais un diaporama permettant d'aborder différentes dimensions de cette guerre de l'information, en revenant assez rapidement sur des aspects plus historiques et intemporels, pour accentuer dans un deuxième temps plus important la partie plus contemporaine. Donc je vais vous quitter à l'image parce que je vais au contraire vous présenter un diaporama. Et bien sûr, je serai ravi de répondre à vos questions juste après. Donc je vais partager le diaporama. Voilà. Donc guerre informationnelle, j'ai appelé ça concept et pratique parce que justement, je voulais insister un petit peu sur le fait que il y a un certain nombre de notions qui sont importante à comprendre. Placement produit personnel, il se trouve que j'ai publié en décembre 2025, donc c'est tout chaud, ce petit livre qui est un lexique, hein, mais un lexique très documenté, où justement j'aborde les questions de désinformation et de manipulation d'informations à travers à la fois des définitions liées à des cas pratiques, à des cas historiques, des choses comme ça, et de l'autre côté, des grandes notions issues soit des sciences cognitives, soit de l'histoire, soit de la science politique, soit de la communication. Alors, quand on parle guerre de l'information, on pense tout de suite évidemment à propagande de guerre. Et je cite toujours dans ces cas-là cette citation donc, du sénateur américain Hiram Johnson, qui me paraît définitive, hein. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Et je pense qu'en effet, il n'existe pas de guerre sans désinformation. Et évidemment que dès lors qu'il y a une conflictualité, quelle qu'elle soit, que ce soit une guerre chaude, une guerre froide, une guerre d'influence, appelons ça comme on veut, et en fonction des situations, il va sans dire que la vérité est toujours la victime. Et donc, pourquoi? Parce que dans la propagande, dans les guerres de l'information, la propagande de guerre, elle passe par un certain nombre d'étapes indispensables qui conduisent à présenter parfois les choses de façon évidemment assez caricaturale, voire totalement fausse. Parce que bah, déjà, il faut bien justifier la guerre. Et là, je vous ai mis cette carte postale d'avant-guerre, Première Guerre mondiale, où on reconnaît à droite, avec les petits bonnets, ce qui est censé être une Lorraine et une Alsacienne. On reconnaît Lille, IL, enfin, de L à Strasbourg, hein, et donc, France vient nous délivrer de ce monstre détesté, l'empereur Guillaume, barbare, roi parjure, etc. Et en bas, on a nos petits piou-piou qui sont prêts. Enfin bref, donc il y a toujours une mise en scène de l'autre comme étant voilà, un roi parjure, en l'occurrence, toujours des exagérations, etc., dans tous les sens. Euh, et là où
le travail de SAP dans cette guerre de communication autour justement de la manière de présenter la guerre ou de justifier la guerre, euh, mais prend en compte les questions de désinformation, c'est quand il s'agit de dévaloriser l'ennemi, qui est forcément fourbe, sans foi ni loi, barbare et sanguinaire, hein, vraiment. Et là aussi, on voit à quel point l'exagération, la désinformation prend le pas sur l'analyse froide et rationnelle de qui sont les acteurs et les belligérants. J'aime bien ces deux cartes postales, puisque l'une française, l'autre allemande, disent exactement la même chose, mais de l'autre côté. On voit que l'Allemand est barbare, il tire à bout portant sur un homme blessé, un Français blessé, alors que les Français, eux, sont généreux puisqu'ils sont prêts à sauver le soldat allemand. Et puis de l'autre côté, c'est au contraire le soldat allemand qui lui fait de l'humanitaire. Donc voilà, on a cette caricature. Euh, et puis ça peut aller très loin. Vous avez ces affiches de propagande comment dire, de la guérilla communiste coréenne et chinoise présentant les soldats américains comme des tortionnaires. Vous voyez que en plus ils s'en prennent à des femmes. Donc c'est des salles de torture. Vous avez vu les yeux absolument ahuris de ces gens-là. On va retrouver ce genre d'imaginaire ici dans l'affichage anticommuniste en Pologne. On le retrouve en France dans la carte postale de la guerre avec cette fois-ci la mise en cause du patrimoine culturel, donc le crime d'Arras. Hein, donc évidemment, il y a eu bombardement, il y a eu destruction du Beffroi et autres, et donc d'un monument historique à Arras, mais ça a été mis monté en mayonnaise, si j'ose dire, le crime d'Arras est devenu, etc., comme crime culturel en quelque sorte. Bon. Euh, on voit comment, là, très récemment, la une du Tehran Times euh, affiche les photos de toutes les fillettes qui sont mortes à l'école de Minab, qui a été bombardée par un Tomahawk américain, sachant que dans un premier temps, les États-Unis ont nié être à l'origine de ce bombardement. Puis finalement, comme on a vu les traces de ces missiles Tomahawk, etc., et que personne n'a pu penser que les Iraniens se bombardaient eux-mêmes avec des missiles américains, ils ont été obligés de reconnaître, bah oui, que c'était une erreur de tir, etc. Mais évidemment que les Iraniens, eux, dénoncent ça comme un tir, non pas, ne veulent pas le reconnaître comme une erreur, mais le dénoncent comme un tir fait exprès pour intimider la population. Enfin, donc, guerre de communication, mensonge et mensonge, voilà, tout en valorisant évidemment la figure des martyrs pour la cause iranienne. L'ennemi est donc ce barbare est donc un ange de la mort, de la désolation. J'aime bien cette affiche allemande qui présente finalement les Anglais, les officiers de la Royal Air Force comme les anges de la mort, hein, avec attention aussi un message de prévention qui consiste à dire pendant la nuit, éteignez bien vos lumières chez vous parce que sinon vous aidez l'ennemi à repérer la cible et à nous bombarder dans les villes. Euh, et puis cette idée d'ange de la mort, l'ennemi forcément comme diabolique, vous les retrouvez sous toute forme. Ici, la, la propagande anticommuniste, donc des nazis, avec le judéo-bolchevisme, puisqu'il y a le marteau et l'enclume au milieu de la croix de David. Et puis de l'autre côté, vous avez cette propagande afghane dénonçant là aussi l'intervention russe comme causant la mort. Il s'agit aussi d'humilier, alors humilier de façon, on va dire, rigolote, si je puis dire. Alors je vais essayer de voir, on n'a pas fait le test, Pauline, est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que ça fonctionne, hein? Vous voyez la Alors, vidéo? oui, ça bouge, il n'y a pas le son. Ah. Donc humilier, donc on fait avec l'IA désormais
plein de petites vidéos, de petits clips où il est facile de représenter l'adversaire et de le mettre dans des positions humiliantes. Bon, ici, Donald Trump est un pauvre gamin qui fait mumuse et un peu dans la logique Télétubies et autres, vous avez ces deux fans que sont Pete Hegseth et le ministre, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, là. Donc voilà, ça c'est pour faire rire, mais vous avez des choses beaucoup plus humiliantes, comme ils ont fait ici, en montrant à la fois Donald Trump en bébé, hein, avec des couches, etc., et plus ou moins en singe, qui se fait traîner par le Premier ministre ou chien-chien, enfin vous voyez, par le Premier ministre israélien, sachant que toute une partie de ce type d'imaginaire qui a été développé sur la toile pour dénoncer l'intervention en Iran relève dans un certain nombre de cas de l'antisémitisme en vérité, puisqu'ils ont recyclé un certain nombre d'images très très clairement antisémites. Donc on a tout ce travail de ça pour humilier l'adversaire, le présenter dans des positions extrêmement dévalorisantes. Et puis inversement, on a, pour sa propre propagande, dans la guerre de l'information, évidemment, on a l'héroïsation de son camp, des tenants de son camp. Donc ici, on a la gloire du poilu qui, dépenaillé, etc., résiste quand même, on ne passe pas, hein, voilà, par deux fois, j'ai tenu et vaincu sur la Marne, Civil, mon frère, bon, voilà. Donc, on va héroïser, pareil, propagande afghane contre l'intervention soviétique, avec le recyclage de la figure d'Aladin, héros arabe s'il en est, hein, des croisades, etc. Donc, il arrête tout, les missiles, les tirs de chars, d'hélicoptères. Très récemment, vous avez, j'aime bien cette image, l'héroïsation du Premier ministre indien Modi, puisqu'il y a eu un conflit de courte durée, mais assez intense, de bombardements respectifs des aviations pakistanaises et indiennes. Et voilà, donc le Premier ministre Modi est célébré comme le héros qui a gagné cette guerre avec le Pakistan. Sachant que comme j'ai pas le temps de tout dire, j'ai pas mis de slide, mais par exemple, ce conflit a été l'objet d'une campagne de désinformation orchestrée par la Chine, visant à faire croire que plusieurs avions Rafale, dont l'Inde était porteuse et qui a effectivement fait des dégâts côté pakistanais, plusieurs de ces avions avaient été détruits et que donc les avions français qu'on nous présente comme parmi les meilleurs du monde, les plus modernes, en fait, ne sont que des vieux coucous qui sont faciles à abattre, ce qui n'a donc pas été le cas. Mais vous voyez, tout fait l'objet de campagnes de désinformation possibles. Euh, il y a toujours dans cette guerre de l'information, notamment en cas de propagande de guerre, un, un autre objectif qui est d'éveiller l'esprit de défense, ce que les militaires appellent l'esprit de défense, c'est-à-dire qu'il faut démoraliser l'adversaire, au sens d'essayer de lui casser le moral ou de soutenir au contraire l'élan patriotique de l'arrière, à leur interne avec les familles, les soldats. Donc, saper le moral adverse tout en soutenant notre morale. Bon, ici, vous avez soutenir notre morale et essayer de montrer que le moral adverse est sapé. C'est dès la fin 14, on essaye de nous faire croire dans cette imagerie que en France, bah, finalement, voilà, on arrive bientôt à la fin du premier trimestre de guerre et qu'on mange bien, on continue à ripailler, même du champagne, alors qu'en Allemagne, ils en sont déjà à manger des radis et à se serrer la ceinture et boire de l'eau, ce qui est une façon d'essayer de nous faire avaler l'idée que les Allemands vont pas tarder à arrêter, puisqu'ils sont déjà en train de quasiment mourir de faim. Les Allemands font la même chose de l'autre côté. Vous avez ici cette imagerie où on voit il y a des grenouilles et des souris qui sont en vente, qui sont en train de pendouiller, des chats
un chat dans une cage. Vous avez une alerte sur la colonne Maurice par ordre de la préfecture, hein. Il est interdit d'utiliser la mort au rat puisque ces derniers sont réservés à la consommation. Donc à Paris, on est en train de crever de faim et on en est déjà à manger du rat. Bon, voilà. Donc c'est vraiment je vous montre ces images parce que elles montrent qu'il y a une forme d'universel qui va se retrouver d'un côté ou de l'autre. Dans le cadre de la guerre plus récente en Ukraine, vous avez cet exemple que je vous ai relevé parmi mille autres, hein, puisque la désinformation y règne en maître. Ici, ce sont des fausses statistiques des Russes pour prouver l'engagement de mercenaires étrangers en Ukraine et le fort risque qu'ils prennent pour leur vie. En fait, le but, c'est de dénoncer et de faire peur, c'est-à-dire d'essayer de décourager euh, les, euh, les mercenaires étrangers qui seraient sympathisants de la cause ukrainienne de venir défendre, puisque au contraire, pour les Russes, il faut absolument éviter que, évidemment, ça se renforce, hein. Donc, ils vont en plusieurs langues diffuser cette fausse statistique qui représente Statista, ça existe et ça se fait. Donc, ils vont faire un bidouillage à partir de quelque chose qui existe pour essayer de montrer que tous ces mercenaires meurent en nombre et que donc il faut surtout pas venir. Euh, Soutenir le moral des partisans, c'est aussi de montrer, et on l'a vu ici avec cette vidéo publiée le 4 mars 2026 sur des comptes pro-iraniens, faite par l'IA, qui vise à faire croire que les bombardements iraniens sur un des porte-avions américains est efficace, que donc les Américains sont en train de perdre ce conflit. Alors, donc, je vous montre la vidéo. Alors, quand on regarde de très près, on voit qu'à la fin, il y a un retard immense entre le moment où ces missiles sont censés s'abattre sur le pont et le moment où finalement il y a le déclenchement de l'explosif, hein. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement maintenant l'IA va être utilisée, enfin est déjà utilisée pour rendre plus crédibles des mensonges. Et ça, c'est un vrai défi pédagogique, hein, évidemment, parce qu'il faut apprendre à avoir cette littératie visuelle et cette littératie de l'IA pour repérer des anomalies et des choses comme ça. C'est pas du tout facile, hein, c'est un vrai défi. Et j'ajouterais que pour ma part, je pense que c'est un défi anthropologique en vérité, parce que le pire de l'IA, c'est pas tellement d'essayer de nous faire croire à des choses auxquelles on a du mal à croire, parce que les vidéos sont plus ou moins bien faites, mais il y a toujours des petits défauts, mais c'est plutôt de nous faire douter de tout le reste. Parce que à force de publier toutes ces vidéos qui sont fausses, hein, ça, ça introduit finalement l'idée que bah, les autres vidéos, si ça se trouve, elles aussi, elles sont fabriquées par l'IA. Et on voit maintenant un argument complètement pernicieux se développer. Et cet argument, c'est celui selon lequel, quand quelqu'un propose une vidéo qui est vraie, on va la mettre en doute en disant, mais non, mais elle est faite par l'IA. Donc l'IA, c'est pas, ne sert, sert pour fabriquer des fausses vidéos, mais sert aussi à démonétiser et décrédibiliser des vraies vidéos. Et là aussi, c'est un défi pédagogique sur lequel j'alerte chacune, parce que il faut savoir répondre à ça. Euh, donc, vous avez ici une journaliste qui sur LinkedIn a ramassé quelques chiffres. Elle me dit, voilà, courte vidéo sur TikTok, on voit une foule immense défilant pour la liberté dans les rues d'une ville iranienne, vue 8 millions de fois. Un bombardement à Tel Aviv vu plus de 5 millions de fois, et toutes ces images ou vidéos sont générées par l'IA, etc., etc. Et cetera. Et elle dit, c'est effroyable de voir à quel point maintenant ça peut même générer des millions. Donc c'est vraiment un vrai problème. Et donc une étude Bloom estime que 30 à 40% des documents relatifs à ce conflit publiés sur les réseaux sociaux présentent des signes de manipulation. Voilà, et Bloom a analysé en détail 200 000 vidéos sur TikTok, verdict, 60% présentent des indices de fake. Donc c'est massif, hein.
Et là aussi, on a un nouveau défi par rapport à la propagande habituelle et à la guerre de l'information, c'est que l'IA permet de fabriquer de façon extrêmement rapide et extrêmement industrialisée des tas de contenus complètement faux. Et on peut, de façon très simple, fabriquer des dizaines, voire des centaines de contenus faux, en se disant que comme ça permettra d'alimenter les comptes de réseau et de saturer, j'allais dire, le paysage informationnel avec tous ces contenus totalement faux. Soutenir le moral, c'est aussi soutenir le moral de ses partisans. Donc, notamment quand on demande de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des relations entre les familles, hein, parce que évidemment, pour les militaires qui sont sur le front, que devient ma famille? Alors que fait ma femme? J'espère qu'elle me pense encore à moi, qu'elle ne me trompe pas. Et mes enfants, est-ce qu'ils pensent à moi? Tout ça. Et donc, vous avez des campagnes de communication, d'information autour de la preuve attestable que le lien avec l'arrière est maintenu, qu'il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de coupure. Et donc, s'il le faut, on met en place une petite opération de propagande comme le tricot national, où effectivement, on encourage les enfants. Alors évidemment, en 14-18, c'est plutôt les filles, hein, exclusivement. Et donc, ce petit verre de mirliton, si par-ci par-là, il manque une maille, ça ne se voit pas pendant la bataille, hein, quand il s'agit de faire un pull ou une écharpe pour son papa. On va retrouver aussi la romance du Felgro. Pense à moi quand je ne serai pas là, que nous serons s'épasser, pense souvent à moi. Donc, le, 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 le- le- le militaire qui s'occupe, qui s'inquiète de sa femme, est-ce qu'elle pendant ce temps-là, elle va pas m'oublier, elle va pas partir pour un autre, enfin bref. Et vous avez en version comique à la française, moins romantique, cette carte postale invraisemblable où donc il revient à la maison et là ils sont sur une meule de foin. Voilà. Hélas, je n'ai pas de porte-manteau, mais j'ai un clou plus pratique et plus beau. Alors là, je laisse à chacun le soin de savoir qu'est-ce que c'est que ce clou. Mais bon, bref, on se comprend. L'autre partie de cette guerre de l'information, c'est aussi tout ce qui concerne l'espionnage, le renseignement et l'intoxication de l'ennemi. Il faut le rappeler toujours. Ici, vous avez, et ça, je pense que c'est un film pédagogique qui peut être intéressant, même si, bon, il y a aussi toute une partie qui est très psychologique sur le fait que, comment dire, Alan Turing est aussi homosexuel, réprimé dans l'Angleterre de la guerre, mais bon, c'est l'histoire justement de la cryptographie et qui est la naissance de l'informatique. Et le film de Imitation Game est très bien fait pour ça, pour montrer comment la guerre est une guerre de la communication, notamment à partir de la cryptographie et de l'art de casser la cryptographie. C'est aussi un art de l'intoxication des adversaires. Et là, vous avez, je reviens avec quelques documents sur l'opération Fortitude, qui est sans doute l'opération d'intoxication la plus massive qu'on ait connue dans l'histoire de la guerre, où l'opération Fortitude consistait donc à essayer de faire croire aux Allemands que le débarquement allait avoir lieu partout sauf en Normandie. Donc évidemment dans le Pas-de-Calais, parce que tout le monde se dit finalement c'est le chemin le plus court pour arriver d'Angleterre, mais aussi par exemple par la Norvège, en se disant que finalement depuis l'Écosse ils allaient passer en Norvège, puis ils allaient redescendre jusque donc le Danemark pour arriver directement en Allemagne. Et l'objectif étant évidemment que l'Allemagne masse des troupes à ces endroits-là. Et donc on est allé très 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 loin dans la simulation de l'opération de débarquement ailleurs qu'en Normandie. Donc un faux document, un faux organigramme qui vise à montrer voilà, l'opération Fortitude, des chars en plastique, hein, c'est pour ça qu'ils arrivent à les porter à 4, là, des chars gonflables. Je signale qu'aujourd'hui encore, sur le théâtre ukrainien, il y a aussi des chars gonflables et des choses comme ça, hein, donc c'est une technique qui continue. L'opération Fortitude, donc voilà, hein, l'idée c'était flèche verte, c'est de faire croire qu'on va les passer par là, alors qu'en fait on est passé
comme vous le savez, par la Normandie, et qu'effectivement, une partie de l'armée allemande est repartie vers l'Allemagne en se disant qu'il fallait protéger la frontière nord au niveau du Danemark. On a fait la même chose pendant la guerre du Golfe, je vous le signale, puisque avec y compris des fausses sorties de presse, des fausses comment dire, confidences dans la presse américaine et autres, on a fait croire aux Irakiens qu'il y aurait un débarquement aéroporté sur les côtes du Koweït pour chasser les Irakiens du Koweït, alors qu'en réalité, il y a eu la première opération est une opération, comme vous le voyez sur la gauche, qui passait directement par l'Irak avec un mouvement d'encerclement pour aller jusqu'à Basra, là, donc nous on appelle ça Bassora en français, et il s'agissait de couper la ligne de fuite possible des soldats irakiens qui étaient au Koweït avec leur base arrière qui était le quartier général de ces forces là-bas à Bassora. Donc, on les a complètement intoxiqués. Ils ont fabriqué leur petit mur de l'Atlantique en face des côtes de Kuwait City et autres, alors qu'en vérité, ils se sont fait complètement enfoncer par l'arrière, par le désert, dans un mouvement d'encerclement qui fait qu'après, ils sont partis en panique en se disant, oh là là, on va jamais pouvoir revenir. Et tout ce qui avait des roues et un moteur a été pris, volé, etc., pour partir de Koweït pour revenir à Bassora où ils pensaient être en sécurité. Il y a eu une colonne de plusieurs kilomètres qui a été pilonnée par l'aviation et qui a fait des milliers de morts qu'on n'a pas vus, puisque quand l'armée est arrivée, ils avaient fait le choix de ne pas montrer les morts irakiens, notamment que c'était pas très beau à voir, parce qu'ils étaient tous morts carbonisés. Donc voilà. Euh, Pardon. Le sabotage de l'infrastructure informationnelle et médiatique est aussi une des ressources de la guerre informationnelle. Et là, je voulais prendre l'exemple du cybercalifat de TV5 Monde. Vous le savez sans doute, TV5 Monde a été totalement piraté pendant un moment. L'antenne a été piratée, puis le site internet aussi a été piraté, les comptes de réseaux sociaux. Et donc, sur la base de TV5 Monde, vous aviez justement des imaginaires, des imageries de djihadistes pour dire à la France, ben voilà, on vous a piraté votre compte, on s'adresse directement à François Hollande, etc., etc. C'était vraiment très bien fait. Et les failles de sécurité étaient massives, hein, parce que du coup, on a vu, par exemple, que un journaliste, du coup, ils ont ressorti des vidéos, etc. Il y avait un journaliste qui faisait une visio dans son bureau et derrière lui, il y avait accroché au mur le compte de connexion de son réseau social. Enfin, des choses vraiment de base qu'il ne faut jamais faire, évidemment. Mais bon, à l'époque, on était sans doute un peu moins justement attentif à ça. Et c'est très important parce que justement, les failles de sécurité de type phishing et autres de son boîte mail servent souvent de base à des opérations de déstabilisation. Euh, les, les, les accusations contre Hillary Clinton, y compris les trucs complotistes sur le Pizzagate, hein, comme quoi les élites démocrates de Washington se réuniraient dans une pizzeria ou dans les sous-sols, il y a des enfants qui sont comment dire, enfermés et livrés en esclaves sexuels à tous ces dégénérés de démocrates, hein, c'est le fameux complotisme à la QAnon, eh bien, est parti de phishing sur la base de mails de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton pour y instiller le poison du doute en disant, voilà, grâce dans ces trucs, avec des documents tout à fait exacts, on y a mis des documents faux, et ces documents faux attestant qu'il y aurait un Pizzagate. Et c'est exactement ce qui est arrivé en 2017 avec Macron Leaks, hein, où cette fois-ci, c'est le piratage de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron qui a permis de mener le même type d'opération. On publie des centaines de documents vrais, ce qui donne de la force et de la crédibilité. On essaye de faire croire qu'on est en train de faire un leak et une fuite, hein, voilà. Et alors qu'en réalité, on va y glisser au milieu de ces documents vrais quelques documents faux particulièrement incriminants, en espérant profiter du fait que par contiguïté, si tous les autres sont vrais, ceux-là aussi. Bon.
Donc, dans la guerre de l'information, tout ce qui est piratage de boîtes mail et de sites est une des bases qui peut permettre d'aller plus loin après dans l'opérationnalisation d'opérations de type désinformation, riposte. Et j'ajoute pardon, que les Ukrainiens ont fait beaucoup ça. À plusieurs reprises depuis le début de la guerre, ils ont réussi à pirater les relais d'antenne de la télévision russe pour y passer alors des images ou comme là, des messages, on vous ment, il y a des milliers de morts, on vous cache, des choses comme ça. Et ils ont même réussi à faire un truc un petit peu invraisemblable. Ils avaient réussi à pirater un réseau comment dire, de haut-parleurs dans des bâtiments publics, etc., pour y passer l'hymne national ukrainien. Et donc c'est juste une façon de dire, vous voyez, on est là, on n'est pas battu, la preuve, on existe encore. Alors après, il y a la guerre de l'information, les batailles de l'information correspondent à des guerres psychologiques, ce que les Américains appellent les psyops, hein, les opérations psychologiques, ou guerre cognitive et des récits, comme on dit. Alors, le cas le plus connu, c'est évidemment les deepfakes où on réutilise une vidéo d'un adversaire, voire on la crée de toutes pièces, mais de façon extrêmement, comment dire, extrêmement mimétique, hein, c'est très très bien fait, et on lui fait dire ce qu'il n'a jamais dit. Mais le cas le plus classique de la deepfake, c'est réutiliser une vidéo existante, simplement on lui fait dire autre chose. Ici, vous avez Danilov, donc, qui est un des dignitaires du régime ukrainien, et qui annonce à la télévision qu'il reconnaît en tant que responsable notamment des services secrets militaires, que c'est eux qui ont fomenté l'attentat qui a eu lieu dans comment dire, le grand centre artistique et culturel et autres de Moscou, attentat fait par les djihadistes, parce que la Russie a des comptes des contentieux avec tout un tas de djihadistes du Caucase et autres. Et donc, c'est pas bien parce que ça fait un peu faille de sécurité, hein, côté moscovite. Et puis, après tout, faisons d'un malheur quelque chose de positif, on va l'instrumentaliser pour convaincre les Russes que décidément cette guerre est juste, qu'il faut aller abattre les Ukrainiens, puisque regardez, ils sont capables de fomenter des attentats au cœur de notre ville, etc. Donc on utilise la deepfake pour faire dire à Boudanov qu'il reconnaît que c'est bien les services ukrainiens, alors que, a priori, pour tout ce qu'on en sait, ils ne sont pas mouillés là-dedans. Autre deepfake pour essayer d'accréditer une thèse que vous tenez depuis longtemps, qui vise à décrédibiliser l'adversaire. Et ici, regardez bien, vous allez voir, c'est donc une visio de Zelensky. Donc Zelensky se met en scène comme recevant, enfin dialoguant avec des personnalités plus ou moins importantes à travers donc son ordinateur et des visios. Et donc ils vont utiliser cette image, mais ils vont la détourner. Regardez bien. Hop! Et vous voyez la poudre blanche avec la carte de crédit qui va bien pour faire les rails de coque. Et voilà. Et donc, on est avec cette deepfake euh, je vais ajouter incidemment dans le coin, comme ça, vidéo, genre, c'était eux qui se sont trompés, ils n'ont pas bien contrôlé leur image. Je vais y ajouter quelques points qui va permettre de décrédibiliser l'adversaire en lui collant le badge que je cherche à lui coller depuis toujours, c'est-à-dire que Vladimir Poutine et sa bande, depuis le début, ne dévie pas d'un certain nombre de lignes de propagande, comme quoi le peuple ukrainien n'existe pas, qu'en fait ce sont des Russes, point barre. La langue ukrainienne, c'est une aberration. Zelensky est un néo-nazi et Zelensky est un drogué. Donc ici, vous avez l'attestation par la preuve avec cette cette imagerie IA dans une vidéo réelle
comme quoi, voilà, et puis vous avez vu, la poudre, il en a un paquet, hein, donc ça va. Euh, et d'ailleurs, vous retrouvez une manipulation d'image. Vous avez à droite l'image originale. Alors, on ne sait pas bien s'il est en train de se gratter ou si effectivement il s'appuie sur une narine pour faire sortir, voilà, pour se nettoyer le nez. Mais en tout cas, de façon extrêmement grossière, comme vous le voyez à gauche, c'est presque risible en fait. On essaye d'utiliser cette imagerie pour faire croire que du coup, il sniffe de la coke. Toujours dans cette bataille de la communication, vous avez aussi la manipulation des algorithmes qui prend une dimension maintenant phénoménale. Cette manipulation des algorithmes, vous la trouvez avec Elon Musk, par exemple, qui a racheté très cher X, enfin Twitter, et tout le monde se disait, mais c'est pas possible, plus de 40 milliards de dollars, même si c'est pas lui qui a mis tout l'argent, mais puisqu'il y avait un fonds d'investissement avec lui, mais il a quand même, on s'est dit, c'est très cher, c'est pas du tout rentable. Donc il arrive, et il a viré à peu près tout le monde, hein, vous le savez, il y a eu, je sais plus, 40% d'employés virés du jour au lendemain d'un coup, puis il y en a eu d'autres après. Et finalement, on s'est dit, mais pourquoi fait-il ça? Ben, il fait ça parce qu'on l'a compris assez vite, parce que il a considéré que ce réseau devait être surinvesti au service de la désinformation, de la propagande pro-Trump notamment. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a re- redonné à tout un tas de journalistes, pardon, d'influenceurs leur lettre de noblesse, si j'ose dire, en leur permettant de réouvrir leur compte, de façon à ce que X devienne, j'allais dire, dans la fin de Twitter, redevienne du coup une officine de diffusion de propagande qui participe à cette bataille des images, à cette guerre de l'information. Et là, vous avez, grâce à NewsGuard, le site d'études de la désinformation qui s'appelle NewsGuard. Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande vivement. Ils ont publié une étude sur, alors non pas l'algorithme, puisque vous savez que le gros problème des algorithmes, c'est que c'est une boîte noire absolument inviolable, puisqu'ils nous disent c'est secret de fabrication, etc., etc. Donc on ne connaît pas la manière dont fonctionnent les algorithmes et qu'il y a même tout un courant de militants qui sont pour la transparence des algorithmes, hein. Mais par contre, une fois qu'on a mis en place des moniteurs pour voir un peu comment ça fonctionne, on peut deviner a posteriori comment ça fonctionne, puisqu'on en voit les résultats. Et donc ici, vous voyez deux choses. Vous voyez que pendant la campagne présidentielle de 2024, avec la fin des primaires et puis le début de la campagne, vous voyez que déjà dès le départ, les messages d'Elon Musk sont mieux vus, et ils sont mieux vus parce que l'algorithme fait que même si vous n'êtes pas abonné à Elon Musk, on vous les inflige, hein, et que les autres comptes sont plutôt en encéphalogramme plat, comme vous le voyez. Pardon. On voit qu'à partir, c'est la ligne violette là, on voit qu'il y a un point de bascule en juillet 2024, où très clairement, comme vous le voyez, les tweets de Monsieur Musk vont devenir tout d'un coup beaucoup plus visibles. Donc ça veut dire qu'à la fois, il en a remis beaucoup plus dans nos comptes, dans nos fils d'actualité, qu'il les fait passer et repasser, etc., pour obtenir la plus grande visibilité possible. Et ce qui est intéressant, c'est que NewsGuard constate que c'est pas que pour Elon Musk. Alors, les retweets, ben, c'est pareil, hein. Vous voyez que tout d'un coup, en jaune, là, les retweets explosent, hein. Donc, très clairement, mais ça, c'est logique, hein, à partir du moment où ils sont plus vus, ils peuvent être plus retweetés. Bon. Donc, il y a bien une manipulation de l'algorithme pour faire en sorte que Elon Musk participe pleinement à cette campagne en faveur de Trump en étant très visible et très republié. Et puis, NewsGuard a montré, en reprenant 5 comptes de personnalités très connues de la sphère républicaine et 5 de la sphère démocrate, comme le fameux sénateur Bernie Sanders, une sorte de Jean-Luc Mélenchon à l'américaine, si on peut dire, eh bien, ils se sont dit, on va prendre des influenceurs de chaque camp et on va voir ce que ça dit. Et voilà ce que ça dit, et on voit exactement la même chose.
C'est-à-dire qu'on voit que les vues par compte des postes républicains sont sans commune mesure, c'est même pas 10 fois plus, c'est 100 fois plus que les comptes démocrates. Pourtant, c'est des gens qui s'activent, c'est des gens hyper connus, des gens populaires, etc. Mais on voit bien que les démocrates, l'encéphalogramme est plat, alors que pour les républicains, ce n'est pas le cas, pour les vues comme pour les retweets, ce qui est parfaitement logique. Donc ça veut dire, de façon indéniable, je veux dire, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé en juillet. Il y a eu un changement de l'algorithme pour pousser les contenus en faveur de Trump et invisibiliser les contenus en faveur des démocrates. Et ça se retrouve là aussi dans ce graphique où en rose, c'est le GOP, le Grand All Party, c'est-à-dire les républicains, et en bleu, les démocrates. Et vous voyez l'inversion complète du rapport de force en fonction de la période électorale. Vous avez aussi l'invention de vidéos manipulatrices et contradictoires, mais là, vu que le temps passe très très vite, je vais passer. Mais pour vous la faire brève, ici vous avez une vidéo qui a été, comment dire, totalement fabriquée par des actes à l'IA fabriqués sous faux drapeau, comme on dit, c'est-à-dire en prétendant que c'est Mme Kamala Harris qui l'a fait, et où elle dit, voilà, je suis pour Israël, etc. Et ils ont repéré avec les études démographiques où il y avait de fortes communautés arabes aux États-Unis, dans les swing states, notamment comment dire, la Pennsylvanie. Et donc, ils ont diffusé sur TikTok et Instagram, etc., ces vidéos pour dire, vous voyez, elle est pro-israélienne et donc elle est votre ennemi. Et il y a la même chose avec cette fois-ci les Palestiniens où on lui fait dire que voilà, elle rejette, etc. Donc en incriminant euh, en fonction des communautés ses positions. Parmi les ressorts de cette guerre informationnelle contemporaine, vous avez l'implication fallacieuse de personnalités connues. Alors là, vous en avez 13 à la douzaine de ce genre d'exemples. C'est une opération russe qui consiste à utiliser la photo de quelqu'un, bien signifier son nom pour le cas où on ne l'avait pas reconnu, et de lui prêter une citation qu'il n'a jamais dite, et qui vont toutes dans le même sens. Il s'agit de convaincre les gens que des artistes, des personnalités connues qui peuvent être bien jugés par les internautes parce qu'ils les aiment, parce qu'ils les admirent, etc., développe un message qui est en fait, il faut arrêter d'aider l'Ukraine parce que notre argent part pour rien, c'est un pays corrompu, les armes n'arrivent pas, de toute façon la guerre est perdue. Enfin, il y a, je vous dis, il y a des dizaines de messages comme ça et qui vont toutes dans le même sens. Il faut arrêter de soutenir l'effort de guerre ukrainien. Vous voyez, on peut mobiliser Lionel Messi ou d'autres. Vous avez également une intoxication par faux articles avec le typosquattage. J'imagine que vous connaissez déjà toutes et tous ça, et c'est là qu'il faut vraiment, pour moi, c'est un point de pédagogie extrêmement fort à signaler. C'est que il y a la possibilité aujourd'hui de d'effacer un site, donc d'en avoir absolument l'apparence, mais en le mettant sur une autre adresse URL dont on ne change que l'extension du nom de domaine. Et donc c'est extrêmement trompeur, extrêmement pernicieux parce qu'on voit le point, tout est reproduit à l'identique, ou le Parisien, comme vous le voyez, simplement, et pire, on peut même reprendre le contenu du site tel qu'il existe au moment où on le fait. Donc tout est vrai, sauf un article qu'on vient insérer dedans. Et après, tout ça est associé à une mauvaise extension du nom de domaine, .wf, il y a plein de points complètement saugrenus qui sont utilisés. Et là, c'est aussi une opération russe pendant les élections
européenne, où il s'agit de montrer que Macron est vraiment un vendu, etc., et que de l'autre, et qu'il a ruiné la France et tout ce que vous voulez, et que voilà, il aide l'Ukraine contre les intérêts du peuple français. Et puis des contenus pro Jordan Bardella et la liste qu'il conduisait aux élections. Voilà. Euh, alors là, vous avez un autre exemple qui est très intéressant sur lequel je suis en train de finaliser une étude. Il s'agit de ce que j'appelle de la contre-propagande. Et alors là, pour le coup, chimiquement pure. La propagande, c'est quand vous dites, bah voilà, moi je pense que bleu c'est formidable. Et puis votre adversaire dit, bah non, moi je trouve que c'est rouge. Bon, voilà. Et puis chacun se bat à défendre son camp. Moi c'est blanc, moi c'est rouge. Enfin bleu, moi c'est rouge. Et c'est moi qui ai le mieux. Bah non, c'est moi, etc. Bon. Et puis, vous avez un cas de contre-propagande où il s'agit d'agir dans la bataille de l'information sur les arguments de l'adversaire pour essayer de les démonétiser, de les décrédibiliser. Et vous avez quelque chose qui sert à ça. Ici, c'est le hashtag Pallywood. Euh, on retrouve aussi le hashtag Gazawood, qui a, après les effroyables attentats du 7 octobre dans les kibbutz israéliens, on a vu progressivement apparaître ça. L'idée est très simple. Les Palestiniens sont bombardés par Tsahal. Tsahal ne fait pas de cadeaux, ne fait pas trop de distinctions, puisqu'il considère que le Hamas est mélangé au reste de la population et qu'en conséquence, bah, les victimes, oui, bon, ok, il y a des victimes civiles, mais que voulez-vous, ma bonne dame, ce sont des victimes collatérales. Nous, c'est pas qu'on les vise. D'ailleurs, on leur permet de partir. On envoie par SMS pour certains qui peuvent les recevoir l'avis comme quoi il faut qu'ils partent parce que tout ça va être bombardé. Donc vous voyez, nous sommes propres, purs. Nous ne cherchons pas à tuer les civils. Or, ils tuent des civils, et notamment, qu'est-ce qu'ils peuvent tuer de pire? C'est les enfants, les bébés, et on a bien vu après les attentats du 7 octobre comment Israël aussi a mis en évidence le fait que des enfants avaient été tués dans ces attentats. Et donc, là, en l'occurrence, vous avez un grand-père qui sort d'hôpital et qui montre son bébé mort. Alors, on n'a pas l'habitude de la raideur cadavérique, de la blancheur cadavérique des bébés, des nourrissons, heureusement d'ailleurs. Et donc, bah non, tout ça, c'est une doll, c'est une poupée. Et vous avez tout un travail comme ça de Pallywood qui consiste à dénoncer les mises en scène des témoignages des Palestiniens. Puisque les Palestiniens peuvent témoigner en direct live avec leur appareil photo, leur téléphone, de ce qui est en train de se passer, et qu'on n'a pas prise sur cette information qui circule ou ces images, eh bien, la seule chose qui vous reste, c'est faire de la contre-propagande en disant que tout ça est faux et mensonger. Et vous voyez que le Jerusalem Post reprend ça, Al Jazeera, voilà, montre donc une poupée, voilà. Et en fait, finalement, le Jerusalem Post va être obligé de faire un communiqué en disant que, bah oui, on a pris une mauvaise source et effectivement, voilà, on s'excuse, on a retiré l'article. Alors, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas été jusqu'à dire que, pardon, on s'excuse, on a prétendu que c'est une poupée alors que c'est un vrai nourrisson qui était mort, mais ils ont dit ça contenait des erreurs et donc, en gros, on fera plus attention la prochaine fois. Vous avez cette opération de communication aussi au nom d'un mystérieux collectif qui apparaît tout d'un coup, qui est Oh My Maroc, qui vise à démonétiser le reportage fait par Libération après un très grave tremblement de terre dans les montagnes marocaines, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où ils viennent voir les gens et les gens disent bah ouais, on est abandonné, personne ne nous aide, etc. Et donc cette vidéo va être une vidéo très construite pour décrédibiliser les témoins en disant que tout ça c'est une opération, alors évidemment de l'Algérie, de ceci, de cela. Enfin bref, voilà. Ça, je vais passer. L'opération de déstabilisation du candidat Macron en 2017, bah, c'est l'opération Macron Leaks, hein, dont je vous rappelle que l'objectif était d'instiller neuf documents totalement faux et manipulés au milieu de centaines et de milliers de documents tout à fait vrais. Et puis, bien sûr, ceux qui font cette manip savent extraire les neuf documents pour leur faire dire. Donc là, c'est la fachosphère, on va dire, attention, il y a plein de fuites. Alors, j'attire votre attention sur un point. Macron Leaks, c'est déjà une idée de génie, si j'ose dire, parce que le mot leaks, comme Wikileaks, est plutôt connoté favorablement. C'est une fuite faite par des lanceurs d'alerte. L'implicite d'appeler ça Macron Leaks, c'est que
ça contient des révélations très intéressantes pour voilà. Or, c'est un vol. Et c'est un vol de documents par phishing et qui ne contiennent pas d'erreurs et de manipulations tordues, mais qui au contraire vont contenir ensuite des faux documents qui, eux, sont des manœuvres tordues. Donc, j'ai résumé le Macron Leaks, c'est un phishing de mails, une publication sur les réseaux sociaux numériques de ces mails et de leurs documents. On y ajoute des faux documents. Wikileaks dit en plus, on s'en occupe, ce qui fait qu'ils ont en fait donné de la publicité à tout ça, et à mon avis sciemment. Et enfin, vous avez des politiciens qui vont exploiter ça, ces révélations, comme Florian Philippot, qui était le directeur de campagne de Marine Le Pen à l'époque. Les Macron Leaks apprendront des choses que le journaliste d'investigation a démenties, effrayant ce naufrage démocratique. Vous voyez, il fait ça le 5 mai à 23h40, c'est-à-dire 20 minutes avant la clôture de la campagne officielle, où plus aucun média et personnel politique ne pourra répondre. Et puis, pour terminer, je voulais aborder la rumeur de Springfield, Ohio, avec, vous le savez, Monsieur Trump, qui, en plein débat, et donc on voit la caricature avec Kamala Harris qui dit mais de quoi il raconte, on se dit c'est complètement délirant, voilà, il mange du chien, il mange du chat à Springfield. Alors, pour revenir très rapidement, c'est d'abord une rumeur, et c'est une rumeur qui est véhiculée par quelqu'un dont on a pu revenir à l'origine, Erika Lee, qui dans un groupe privé Facebook dit, ben voilà, mon voisin m'informe que leur fille, enfin leur daughter friend, donc les amis de leur fille, donc c'est toujours comme ça la rumeur, hein, c'est machin qui a vu l'ours, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Donc voilà, et il y a des Haïtiens, et effectivement, dans la ville de Springfield, l'industrie automobile a fait venir plusieurs milliers de travailleurs haïtiens. Donc il y a eu un changement de la population assez brutal qui ne plaît pas à un certain nombre de gens. Et donc, attention, ils mangeraient des animaux domestiques ou des animaux sauvages. Il y avait déjà eu, quelques jours auparavant, à 40 kilomètres de là, une photo d'un Haïtien qui portait un canard ou une oie, et on dit, ah ben ça y est, il est allé le voler dans le lac, etc. Ils vont manger du canard. Bon, donc il y a toujours cette idée. Et puis l'extrême droite va s'en emparer. Donc la presse Zero Age, hein, qui est très très pro-russe et alt-right américaine, pour affirmer que finalement, voilà, ils mangent enfin, que les canards, les animaux domestiques disparaissent, que c'est louche tout ce qui se passe, etc. Et ce qui est formidable, c'est qu'après avoir fait tout ça, Jill Evans va avouer finalement sur le plateau de CNN, il a avoué que oui, ben, on est obligé de create stories, hein, de créer des histoires à propos de ces migrants qui mangent des cat dogs, parce que sinon, les médias n'accorderaient pas d'attention à la souffrance du peuple américain à Springfield. Et donc, il reconnaît avec un cynisme absolument confondant qu'il avait besoin de ça pour faire croire, enfin, pour porter l'attention sur ce qui se passe à Springfield, et notamment le fait que des milliers d'Haïtiens ont débarqué tout d'un coup et ont changé un peu l'équilibre démographique, voilà, et qu'il y a une cohabitation qui se fait pas bien, en tout cas selon eux, et donc, voilà. Et donc, il le dit tout à fait cyniquement. Et pour terminer, je voulais terminer, mais si vous entendez pas, ça marchera pas. Vous me confirmez, Pauline, qu'a priori, vous entendez pas le son? Non, j'ai peur que le son fonctionne pas. Alors, je réessaye, on verra bien. Oui ou non? Non, Non. non, non, il n'y a pas de son. Ah si, Alors, ah si? ça venait là. Le gros chat Angora, qu'elle en est au marché. Comment vous saviez pas? Elle a perdu son chat. Perdu, enfin perdu. Moi je dis qu'on lui a volé, gna, 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 oh, quand on voit ce qui est devenu notre quartier. Ah, c'est plus ce que c'était. Y a pas de quoi s'étonner. Comment vous saviez pas? On lui a volé son chat. Le gros chat Angora, qu'elle en est au marché. Comment vous saviez pas? On lui a volé son chat. Volé, enfin volé. Peut-être bien qu'ils l'ont mangé, gna, 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 oh, quand on voit ce qui est devenu notre quartier. Il faut s'attendre à tout avec ces étrangers. Comment vous saviez pas? Maintenant, ils volent les chats. On commence par les chats. Et va savoir après. Comment vous saviez pas? Ils habitent à côté, à 15 dans un galta, sans eau et sans WC, gna, 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 oh, quand on voit ce qui est devenu notre quartier. Si c'est pas malheureux, manger des chats français. Comment vous saviez pas? Tout le monde ne parle que de ça.
La fille là mon chat dit qu'elle s'était violée. Comment vous saviez pas? Paraît qu'ils l'ont droguée et qui voulait l'emmener dans leur pays là-bas. Quand on voit ce qui est devenu notre quartier, il faudrait plus de rondes, on n'est pas protégé. Comment vous saviez pas? On forme un comité pour les faire expulser avant qu'il y ait d'autres dégâts. Le frère de mon beau-père connaît l'adjoint au maire qui dit que le député couvrira toute la fermière. Quand on voit ce qui est devenu notre quartier, il était temps, dites-moi, on n'a pas trop tardé. Comment vous saviez pas? Elle a retrouvé son chat. Son chat, comment? Quel chat? De quel chat vous parlez? Le gros chat angora, qu'elle emmenait au marché. Ah, le chat du marché, oui. Oui, je l'avais oublié. Et tout le monde aura vu que cette chanson date de 1978 et que donc nous sommes face à un archétype et que en effet dans cette guerre de l'information tous les coups sont permis et que on est capable de recycler des vieilles comme exactement comme les stéréotypes antisémites qu'on a retrouvés pendant le Covid, hein. Par exemple, on a vu un photomontage d'Agnès Buzyn en train d'empoisonner un puits avec son vaccin, avec le Covid, pardon, euh, exactement comme au Moyen Âge, on nous expliquait que c'était les Juifs qui empoisonnaient les puits et qui avaient apporté la peste. Donc là aussi, dans cette guerre de l'information, une attention particulière à tout ce qui est recyclage de stéréotypes, d'archétypes, de désinformation, est à mon avis un axe pédagogique très utile et très intéressant parce que ça fait vraiment réfléchir les élèves sur le mode ah oui, ah bon, alors c'est la même histoire. Et quand vous arrivez à montrer que des années avant ou des siècles avant, c'est le même truc, ça les fait bien réfléchir sur le fait que c'est bien des structures manipulatrices qui sont présentes et qu'elles sont totalement déconnectées de la réalité. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et je m'apprête à répondre avec plaisir à vos questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette petite heure que nous venons de passer ensemble. Effectivement, il y a quelques questions dans le chat, donc je vais les relayer. Alors, une première question qui en fait était deux questions en même temps. Est-ce que vous pourriez parler des régimes, des gouvernements autoritaires que sont par exemple l'Iran, la Russie et l'Afghanistan et du fait qu'ils font de la désinformation sans que l'on sache si cela a été fomenté par les autorités. Alors, j'espère ne pas trahir le sens de la question. Voilà, donc est-ce que c'est fait par des autorités? Est-ce que c'est les autorités des gouvernements autoritaires qui sont directement derrière ces propagandes ou est-ce que c'est d'autres acteurs qui Oui, agissent? je comprends. Le plus souvent, c'est le cas. Le plus souvent, c'est le cas. La Chine aussi, hein, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas appel à des officines ou autres. Par exemple, moi, je viens de publier dans The Conversation un article sur la propagande avec les Legos fait par l'Iran. Et on se rend compte que Explosive Media, le média qui est né là-dedans se moquer hein, de Trump et valoriser comment dire, l'héroïsme iranien. C'est une société, il a été interrogé par la BBC, depuis ils ont fait d'autres interviews, enfin bref, maintenant ils sont entre guillemets célèbres, même s'ils gardent leur anonymat, bien sûr, pour la plupart. Eh bien, il dit, bah, nous, on est une agence et on est client du gouvernement. Mais ça ne me dérange pas d'être client du gouvernement parce que nous, on est patriotes, enfin, etc. Donc, on sait très bien que toutes les manipulations liées aux fake news de 2016, au Brexit, puis anti-Hillary Clinton et pro-Donald Trump ont été faits par l'agence Internet russe à Saint-Pétersbourg et qui à l'époque était dirigée par Ilya Prigogine. Prigogine qui niait farouchement et qui a même réussi à faire condamner pour diffamation un média britannique qui avait osé écrire que c'était lui qui était derrière alors qu'il disait que non, et puis qu'on a su plus tard que c'était bien lui, puisqu'après il a fini par s'en vanter, mais bon. Donc oui, la plupart du temps, c'est quand même eux qui sont derrière ça, ce qui ne veut pas dire que... Et y compris chez les hackers d'ailleurs, hein, puisque par exemple, le FBI a établi que les hackers qui ont fait le vol de messagerie de l'équipe d'Hillary Clinton étaient des hackers russes.
Ok, merci beaucoup pour cette réponse. La deuxième moitié de cette question-là était est-ce qu'il y a des faux contemporains qui ont été réalisés par la France au même titre qu'on peut voir de la désinformation émanant directement de Donald Trump? Alors la France dit que non. La France dit que non parce que elle, euh, elle dit qu'elle s'interdit d'aller jusque-là. Et pour être franc, je finis par le croire parce que moi, j'ai fait une formation de 4 jours à l'école militaire auprès d'officiers de l'armée de terre au grade de commandant et colonel. Et quand j'ai commencé à aborder le fait de dire bon, on a le droit de ne pas être aussi naïf et de faire nous-mêmes les trucs, ils m'ont dit, mais en gros, ils m'ont tous dit, mais vous êtes dingue. Et ils m'ont dit, on est dingue. Ils disent, écoutez, nous, on est une démocratie, donc on fait pas ça. On peut pas revendiquer de faire ça. Ils ont reconnu aussi, bah, écoutez, seuls les services spéciaux vraiment ont le droit de faire ce genre de choses éventuellement, mais qu'ils le conservent pour le théâtre d'opérations bien précis. Bon, moi, j'ai justement, quelqu'un, un ancien des services spéciaux, était venu dans mon cycle de formation expliquer comment ils avaient monté une opération en Afghanistan pour intoxiquer, etc. Avec des... Bon, bref, on m'a demandé de pas trop raconter, donc je vais pas raconter, même si c'est déjà passé. Mais donc oui, ils ont monté une opération d'intoxication, de faux machins, enfin bref, tout un tas de choses. Mais c'était pour voilà, attirer l'attention et concentrer un chef djihadiste pour essayer de l'alpaguer, enfin, etc. Donc, et en plus, les militaires m'ont dit, mais vous savez, Monsieur Mercier, nous, on ne peut pas se permettre de faire ça parce que si on commence à faire ça et qu'on se fait pincer, alors on est foutu. Et donc, parce que là, notre carrière est brisée en réalité, parce que personne, aucun politique ne nous défendra si on s'est fait piquer en train de faire du faux. Donc, la France est plutôt dans une posture très défensive dans un premier temps, qui est de démontrer que ça c'est faux, ça c'est faux. Euh, et on a le cas au Mali, vous vous souvenez sans doute de ce drone français qui, de loin, a pu filmer des hommes russes avec l'armée malienne qui étaient en train de prendre des corps dans un village qui avait été l'objet d'un saccage et qui étaient en train de les enterrer en plein milieu du désert pour monter une opération pour essayer de faire croire que la France était partie en laissant un charnier de ceux... voilà. Et donc, la France a décidé de publier ces images, ce qui avait fait l'objet d'une grosse discussion parce que ça révélait que nos opérations, nos drones étaient capables de surveiller de loin, enfin, etc. Et donc mettait un peu la puce à l'oreille à l'ennemi, si j'ose dire. Mais ils ont dit que le risque réputationnel était tellement grand qu'il valait mieux publier et dire que, vous voyez, ils sont en train de faire un faux charnier pour essayer de nous l'imputer. Donc on est plutôt là-dedans. Et puis vous avez la cellule riposte du ministère du Quai d'Orsay maintenant, hein, French Riposte, French Response, pardon, qui joue une autre carte qui est on répond par l'ironie et le sarcasme, hein, beaucoup. Et là aussi, c'est une façon intéressante de dire, bah oui, bien sûr. Alors là, évidemment, ma bonne dame, enfin, etc. Alors après, tout le monde ne comprend pas bien l'ironie toujours, donc il faut faire attention quand on manipule l'ironie, mais voilà. Mais donc, a priori, en tout cas, la France ne revendique pas de faire du faux. Ouais. Une autre question du chat. Comment, avec les élèves, aborder l'aspect politique de la désinformation en France et la surreprésentation de l'extrême droite dans ces manipulations? Et que faire de CNews et du groupe Bolloré qui mélangent habilement journalistes, commentateurs et pseudo-éditorialistes? Waouh, c'est pas simple, hein. Non. Mais je comprends le défi à celui qui pose ou celle qui pose la question, hein. En fait, alors, pour être clair, je pense, oui, en effet, on me l'a reproché dans mon livre, on m'a dit, ouais, tu prends beaucoup d'exemples issus de l'extrême droite. J'ai dit, ben oui. Mais parce qu'ils sont dans une guerre culturelle. Et ils sont dans une guerre culturelle où ils considèrent que la, on va dire, l'opinion dominante est influencée par les idées progressistes, etc. Même des gens de droite aujourd'hui peuvent dire, bah oui, moi
Après tout, les homosexuels, bah oui, c'est pas contre nature, oui, le mariage pour tous, même si justement c'était en camp de la droite, il y avait beaucoup de gens, et toutes les données d'opinion montrent que la France est, contrairement à ce qu'on pourrait laisser penser, est de plus en plus tolérante vis-à-vis d'un certain nombre de comportements qui, pendant une époque, étaient très clivants, voilà. Donc il y a une guerre culturelle et pour cette guerre culturelle, tous les moyens sont bons et la désinformation, les fake news, voilà, le sont. Moi, j'ai fait déjà 2 interventions en séminaire autour de religion et fake news parce que j'ai repéré que les défenseurs d'un certain nombre de dogmes n'hésitent pas à utiliser la désinformation pour défendre leur dogme également. Bon, bref, donc quand vous avez une position très politique très arrêtée, que vous considérez que vous êtes dans une guerre culturelle entourée d'ennemis qui sont hostiles à vos idées, bah, vous pensez que finalement tous les coups sont permis, y compris la désinformation. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, bah, comment on aborde les sujets politiques, ça, j'avoue que je suis pas comment dire, je suis le plus mal placé pour faire ça parce que moi j'ai une chance, je suis prof à l'université et on a le droit. Voilà. Parce qu'ils sont majeurs, etc. Donc on peut aborder les enjeux politiques, on peut les expliquer sans doute aussi plus facilement parce qu'ils sont un peu plus matures et autres, c'est des citoyens. Donc à des élèves de cinquième, c'est compliqué. Je pense que la base, c'est de leur expliquer que finalement, la politique, c'est toujours conflictuel par définition, que c'est une lutte et que certains pensent que dans le cadre de cette lutte, tous les moyens sont bons, alors que d'autres considèrent qu'il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. On porte atteinte à la réputation de l'homme ou de la femme politique ou pas. On met en avant un certain nombre de principes de transparence, etc., ou pas. Et que donc, finalement, chez certaines personnes, on se retrouve avec après, pour la dernière, j'essaye d'aller vite, hein, je suis désolé, mais pour ces news Bolloré, pour moi, les choses sont absolument claires. La manière d'en parler, la meilleure manière d'en parler, c'est de dire qu'ils sont le véhicule d'une guerre culturelle et que cette guerre culturelle, parce que ce n'est pas porter un jugement de valeur hein, de dire ça, ce n'est pas faire assaut de ces, parce qu'on peut même être du côté de Bolloré et dire oui, oui, on est dans une guerre culturelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, je pense que personne ne pourra vous accuser de parti pris ou je ne sais quoi, et donc de dire voilà, bah, finalement, euh, et moi, alors là, évidemment, c'est toujours pareil, hein, c'est le niveau de complexité auquel on peut, jusqu'où on peut aller en fonction de l'âge des élèves. Mais les gens de l'extrême droite sont aujourd'hui les gens qui se revendiquent le plus de Gramsci, Antonio Gramsci, donc un des fondateurs du Parti communiste italien, qui a révisé la théorie marxiste notamment sur les aspects de domination culturelle, avec son idée que pour accéder au pouvoir, il fallait au préalable gagner l'hégémonie culturelle. Et Jean-Yves Le Gallou, par exemple, qui était un des anciens bras droits de Jean-Marie Le Pen au moment de la création du Front National et des années 80, a créé un blog, Polemos, etc., dans lequel il a théorisé très vite, hein, il y a de ça 20 ans, plus de 20 ans maintenant, oui, plus de 20 ans, l'idée qu'on était dans une guerre culturelle et que, effectivement, il fallait prendre au sérieux Gramsci, parce que c'est Gramsci qui a raison, lui, le marxiste Gramsci, le communiste Gramsci, qui a fini, qui est mort en prison pour avoir été arrêté pendant des années par le régime fasciste de Mussolini, bah, c'est lui qui avait raison. Il faut effectivement gagner les cœurs et les âmes avant de gagner dans les urnes. Et donc, je pense que le premier élément de réponse, c'est de dire que ils ne font pas ça au hasard. Et d'ailleurs, Monsieur Bolloré a parfois pris des positions assez, pas très souvent, mais on en retrouve euh, sur les valeurs, la civilisation chrétienne, la défense de la chrétienté et de nos valeurs face à d'autres religions, ou etc. Donc, c'est pour moi la réponse principale, c'est ce n'est pas un hasard s'il mélange du vrai, du faux, du truc, c'est qu'il participe à quelque chose qui est gagner les cœurs et les âmes dans le cadre d'une bataille culturelle. Merci. Aux questions suivantes. Peut-on considérer la propagande comme une désinformation positive au service des régimes autoritaires?
Alors, d'abord, sur le terme propagande, je tiens à rappeler, comme je le fais toujours en cours, que dans le code électoral, vous avez l'utilisation par la France du terme propagande, hein, parce que on parle des outils de propagande électorale, etc. Donc, il peut tout à fait y avoir un sens, j'allais dire, positif, pour reprendre la question, qui est que la propagande est associée à, effectivement, la diffusion d'éléments de langage, de rhétorique, de discours qui visent à persuader, mais que ce n'est pas forcément un drame en soi, puisque, après tout, dans le cadre de la conquête du pouvoir, il faut s'adresser aux citoyens, faire valoir un certain nombre d'idées et de principes, et que donc on utilise des outils de propagande électorale comme l'affiche, la profession de foi, etc. Donc il peut y avoir un sens. Après, je suis plus sceptique, pardon, je suis plus sceptique si on commence à se dire que il y aurait un aspect positif à de la propagande dans un régime autoritaire et encore à plus forte raison totalitaire. Parce que dans des régimes autoritaires, totalitaires, j'en parle même plus, comme la Chine, y compris la Chine contemporaine, hein, euh, là, l'idée, c'est que la propagande sert non pas comme outil au, au service d'un pluralisme des idées pour permettre à chacun de recevoir des discours des uns et des autres et de se faire son opinion en comparant, mais elle est imposée et souvent elle est matraquée euh, de façon répétitive, de façon systématique, de façon involontaire, parce que par rapport à ces news, pour revenir à la question précédente, bah, si vous n'êtes pas content de ce qu'ils a dans ces news, personne ne vous oblige à regarder ces news. Donc, c'est toujours il y a toujours cette idée que, bon, bah là, en l'occurrence, moi, comment dire, si j'ai pas envie d'être soumis à l'influence de ces news, bah, je regarde pas ces news. Et d'ailleurs, j'insiste toujours là-dessus, hein, sur les travaux sur la propagande et autres. Euh, le principal effet que l'on reconnaît à toutes ces tentatives de propagande, c'est d'abord de renforcer nos convictions. Et il est quand même assez rare. euh, Si ici, devant vous tous, je suis en train de faire l'éloge, je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, du char à voile en vous disant que c'est formidable et que je matraque pendant 1 heure et demie les vertus et les avantages du char à voile, si vous êtes tous absolument convaincus que c'est complètement n'importe quoi, que c'est dangereux, que ça vous intéresse pas, etc., je pourrais m'égosiller pendant 2 heures de plus, ça vous fera pas changer d'avis, pour être clair. Donc je pense que là, il y a un vrai enjeu, et cet enjeu, c'est l'enjeu de prendre conscience que, en fait, quand même, dans la majorité des cas, pour être influencé, il faut avoir envie de l'être. Et avoir envie de l'être, la plupart du temps, c'est dans le sens de renforcement de ses convictions et pas tellement ah bah tiens, j'étais de gauche, puis tout d'un coup, je vais devenir de droite, ou etc. Donc, je pense que une propagande au sens positif dans un cadre d'un régime autoritaire, j'y crois pas. Merci. Alors, on a une dernière question qui vient d'arriver dans le chat pour compléter cette question sur la propagande. Et je pense qu'on pourra ensuite conclure ce webinaire sur cette réponse-là. Moi, je reste à votre disposition s'il y avait encore une autre question, s'il y a une frustration, mais Oui, pas de voilà. souci. La propagande reste alors dans le cadre de l'élection et en dehors de la campagne. Elle n'existe pas? Point d'interrogation. Ben, alors, une fois de plus, là, j'utilise bien sûr que de la propagande, si on veut, on peut dire qu'il y en a toujours, mais je fais la distinction entre de la propagande imposée, etc., systématique et autres qui correspondent à des régimes totalitaires ou autoritaires parfois, et qui donc sont imposés, et puis la recherche et la quête de discours et de messages par des citoyens qui sont libres de le faire ou pas, de s'y soumettre ou pas. Alors bien sûr, si je vous dis que c'est une guerre culturelle, la manière dont Pascal Praud conduit ses affaires à Europe 1, dans le JDD et à CNews, où il a micro ouvert pour dire toutes les 4 minutes qu'on ne peut plus rien dire, bah,
effectivement, c'est une forme de propagande, puisque tout ça s'inscrit dans le cadre d'une guerre culturelle, oui, bien sûr. Euh, mais moi, là, quand j'ai dit ça, je faisais la remarque pour dire que même l'État français reconnaissait effectivement un usage positif du terme, puisque dans le code électoral, on parle des outils de la propagande électorale. Donc, après, l'État français ne dit pas, l'ARCOM ne dit pas, attention, CNews, vous êtes en train de faire de la propagande, par exemple. Ce n'est pas un motif et ce n'est pas un terme, une terminologie qui est utilisée. Et voilà. Après, une fois de encore, si on, juste pour compléter la réponse sur CNews, un des vrais problèmes, si vous voulez, mon point de vue, qui est mi-chercheur, mi-citoyen, je ne sais pas trop où je me situe quand je dis ça, mais avec quelle casquette, mais moi, ce qui me choque en fait dans CNews, c'est pas que CNews existe, hein, ma foi, toutes les opinions ont le droit de s'exprimer, ma foi, mais c'est que CNews s'exprime sur la TNT avec le statut de chaîne d'information, alors qu'on voit bien que c'est une chaîne d'opinion. C'est la Fox News à la française, enfin, se dire, c'est clair, comme du jus de chic, franchement, il n'y a pas. Et le fait qu'elle soit protégée par le statut de chaîne d'information me soucie. Et par rapport, moi qui suis très sensible à la question du pluralisme des opinions et des médias, euh, ça me choque d'autant plus que si on admet que CNews a le droit de citer sur la TNT gratuitement, parce que bon, voilà, bah alors pourquoi pas d'autres sensibilités n'auraient pas le droit d'avoir une chaîne d'opinion? D'ailleurs, pourquoi pas LFI, les socialistes, je ne sais pas qui d'autre, etc. Vous voyez. Donc, pour moi, c'est un vrai problème. Il y a une question sur Alors, l'IA qui vient oui, de il y a une survenir. question sur l'IA, c'est ça. Les images manipulées par IA sont parfois très difficiles aujourd'hui à identifier car les défauts sont moins visibles et peut-être Oui. bientôt indétectables. Comment les aider à ne pas douter de tout? Eh bien voilà. Alors ça, c'est le défi. Et là, je je sais pas, je vous remercie ou je vous remercie pas de poser la question parce que je me pose la même question. Moi, j'ai animé un débat aux assises du journalisme à Tours sur, alors c'est pas le titre qui a été retenu, mais moi c'est le titre que j'avais proposé, l'IA fossoyeuse de l'attestation de la preuve par l'image. Je pense que le comment dire, l'effet le plus pernicieux qui soit de l'IA, des images fabriquées par l'IA, avec leur hyper-réalisme aujourd'hui, effectivement, vous avez tout à fait raison, qui font que c'est fini, les six doigts, les trucs, les machins, tout ça, c'est terminé, on oublie, hein, ça n'existe plus. Ça. Donc, ça progresse tellement vite que c'est déjà hyper réaliste. Et donc, en fait, euh, moi, ce qui me pose problème, c'est que ça fait naître effectivement une culture du doute. Et comme je fais des interventions dans le milieu scolaire du secondaire, même j'en fais assez souvent, euh, j'ai déjà été confronté à des élèves qui m'ont dit, mais monsieur, nous, on ne peut pas être manipulé, on ne croit plus à rien. Et mon combat, et je pense que c'est celui de tous mes collègues ici réunis, mon combat, c'est de leur dire, mais vous n'exercez pas votre esprit critique en disant ça, c'est une démission, votre esprit critique, en vérité. C'est que, en fait, dire je ne peux pas être manipulé parce que maintenant je ne crois plus à rien, c'est refuser de séparer entre le bon grain et l'ivraie et d'essayer de reconnaître. Et l'effet le plus pernicieux, à mon avis, de la désinformation, et ça avait déjà été souligné par Hannah Arendt dans le cadre de son analyse des totalitarismes et de la propagande totalitaire, c'est quand, non pas on nous fait croire à des choses à bracadabrande qu'on ne veut pas croire parce qu'on n'y croit pas, mais quand on instille le poison permanent du doute qui fait qu'on n'a plus de certitude. Et ça, c'est un vrai défi. Et l'attestation de la preuve par l'image par l'IA, c'est un cauchemar. Et ça, je suis bien d'accord avec vous. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut. Alors, il y a des. Moi, justement, j'avais invité l'AFP, par exemple. L'AFP, ils ont développé un produit qui est une sorte de pastille invisible, de watermark
interne à l'image, dans les métadonnées, qui fait que si vous diffusez une image en disant ah ben ça c'est pris par l'AFP, ben, c'est facile de voir, de vérifier si c'est une photo originelle de l'AFP ou pas à travers l'analyse des métadonnées. Donc vous pouvez vous prémunir en disant ben nous c'est pas nous, vous faites dire à l'AFP des choses qui n'existent pas. Et maintenant que la technologie est au point, ils sont en train de se battre avec d'autres médias les autres agences de presse photo, certaines sont d'accord, d'autres pas. Enfin, en tout cas, ils poussent le truc. Et après, pour aller du côté des, des, des réseaux sociaux en disant, ben voilà, vous avez on va vous donner les moyens de vérifier. Si quelqu'un dit ça c'est une photo de l'AFP ou du truc ou du machin, ou s'il y a le sigle AFP dessus, puisque c'est très facile de rajouter un sigle et un logo sur une image truquée, et qu'il n'y a pas la pastille de métadonnées, ben, c'est que c'est faux et on vous demande de l'enlever. Voilà, donc c'est compliqué. Alors effectivement, l'IA, Pharmacon, oui, c'est vrai. L'IA, ça peut être le bien et le mal en même temps, hein, mais moi, à mon avis, dans la course du glaive et du bouclier, je suis pas sûr que ce soit le bouclier qui l'emporte avec les trucages par l'IA. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là sur notamment la remarque que nous fait donc cette intervenante dans le chat qui se trouve avoir assisté au dernier stage de facto que nous avons fait au mois de novembre dernier sur le fait que peut-être qu'il faut revenir là sur la question de qui me parle, quelle est l'autorité de la personne qui me parle et de quelles sont ses intentions. Ce qui rejoint également la remarque suivante sur l'IA qui devrait peut-être renforcer le recours à des journalistes, à des professionnels de l'information pour s'informer. Donc, on en revient toujours à la source de l'information, à l'autorité de cette source. Et on va vous remercier beaucoup pour ce webinaire. Merci à vous tous et toutes de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous du coup pour la suite de ce cycle le 26 mai prochain avec Nathan Gallo des Observateurs de France 24. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir à Merci tous. à toutes et tous. Bonne soirée à vous et bonne continuation pour la suite de tout ça. Au revoir.